Bonjour et bienvenue dans Tales from the Dice, votre émission sur le jeu de rôle, des souvenirs de jeux de rôle et des réflexions autour de cette noble pratique. Être maître du jeu, c'est compliqué. Il vous faut penser à tout un tas de choses différentes, que ce soit les PNJ que vous allez incarner, les personnages non-joueurs, les joueurs autour de la table qu'il faut contenter, votre narration qui doit rester rythmée, les règles du jeu que vous devez mémoriser et connaître sur le bout des doigts afin de pouvoir arbitrer tout type de situation, et enfin le scénario, l'histoire que vous devez raconter et faire avancer avec les joueurs. Cela peut faire beaucoup de pression sur les épaules du maître du jeu. Heureusement, il arrive parfois que les joueurs eux-mêmes prennent le relais. Dans ces moments-là, ce sont les joueurs qui font toute la narration et le maître du jeu n'a plus qu'à les regarder les doigts de pied en éventail et à les laisser échanger et faire avancer l'histoire par eux-mêmes. Les dilemmes moraux entre joueurs sont la situation parfaite pour les laisser eux-mêmes guider l'histoire dans la direction qui les intéresse. C'est ce sujet des dilemmes moraux qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est quoi un dilemme moral ? Plutôt que de dilemme moral, d'ailleurs, je devrais parler de dilemme de manière générale, puisqu'il s'agit d'une situation où les joueurs, ou plutôt les personnages qu'ils incarnent, se trouvent face à un obstacle et n'arrivent pas à se mettre d'accord de manière unanime sur la manière de résoudre justement cette difficulté. Aucune solution ne semble être la bonne à établir et aucune d'ailleurs ne fait l'unanimité. Chacun a son propre opinion, son propre avis sur la situation et souhaite un peu tirer la couverture à lui. En général, cette divergence d'opinion ou de solution peut venir soit des joueurs qui ne sont pas d'accord sur la manière justement d'appréhender une difficulté, que ce soit un combat, une énigme ou un choix cornélien entre deux camps, mais bien souvent, ces conflits proviennent plutôt des personnages incarnés par les joueurs et de leur historique, et justement de leur balance quelque peu morale. Chaque personnage a une vision différente du monde qui l'entoure, et c'est cette vision et son passé qui vont déterminer la plupart de ses choix. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Certains personnages œuvrent ainsi pour le bien commun, ou l'idée qu'ils se font du bien commun tout du moins, tandis que d'autres préfèrent agir uniquement par intérêt personnel. Certains peuvent être très respectueux de la loi, tandis que d'autres préfèrent justement la détourner pour un passif ou une vision différente justement du système de règles qu'ils peuvent estimer injuste. Aucune de ces facettes n'est bonne ou mauvaise. Toutes sont intéressantes et peuvent permettre d'enrichir la narration et le jeu de rôle. C'est la confrontation de ces différents points de vue et surtout la qualité du roleplay qui va être amené par les joueurs qui va rendre ces différentes décisions, ces différentes visions du monde plus ou moins valables ou non dans les circonstances du jeu. Ce qui va être déterminant dans ces moments-là, c'est la qualité d'interprétation ou la qualité du roleplay si vous préférez des joueurs vis-à-vis de ces situations. Leur capacité à jouer leur personnage, à justifier leurs décisions, leurs prises de parole et leurs actions par rapport justement à leur historique, à leur manière d'interpréter la personne qu'ils sont censés jouer, voilà ce qui va être le plus pertinent et le plus intéressant autour de la table lors de ces situations-là. L'important lorsque ce genre de dilemme ou de conflit a lieu, c'est de bien savoir prendre de la distance et de bien séparer le point de vue du personnage et le point de vue du joueur. Le ton peut rapidement monter entre deux personnages qui sont antagonistes ou qui ont leur point de vue qui divergent. Aussi, il est quand même assez important de bien faire la différence entre le point de vue du personnage, bien sûr, et le point de vue du joueur, qui sont deux choses totalement différentes. Non mais attends, laisse-moi finir. Eh, tu me parles pas comme ça. Comment ça, comme ça? Comme un sale con, monsieur. Comme une sale petite merde suffisante. Tu vas calmer ta race, espèce de pauvre blaireau, va. Moi, blaireau, que t'es chez moi, le blaireau, il t'emmerde, vas-y, pousse un doigt, et je te promets, je te fais dégager. T'es un minable, et tu resteras toujours un... Bon les gars, vous croyez pas que ça suffit là? On est là en train de se prendre la tête alors qu'on pourrait être en train de réfléchir, de penser le cinéma, et arrêter de tomber dans les bouffonneries, oh putain! Afin d'illustrer ce concept de dilemme moral, je vais vous raconter un souvenir de table où j'étais maître du jeu sur un jeu de rôle médiéval fantastique dans un univers que j'avais inventé. Pour mettre un peu de contexte, nous suivions les aventures d'un groupe d'aventuriers, ou plutôt de mercenaires, qui avaient été envoyés dans une ville très isolée, proche de montagnes, ville qui était basée sur un gisement minier de fer. La ville était un point stratégique important car elle fournissait en fer l'armée de l'Empire en place. Importance stratégique d'autant plus élevée puisque dans les événements restants de cet univers, un État avait fait sécession générant un état de guerre civile. Nos aventuriers avaient été envoyés pour enquêter sur un certain nombre de disparitions ayant eu lieu en local, et notamment depuis peu celui de soldats qui étaient en faction.
La ville, au vu du contexte actuel, avait été placée sous contrôle militaire et un certain nombre de tensions politiques commençaient à émerger. D'un côté, l'armée, intéressée par les ressources minières de ce village, de l'autre, les marchands qui avaient été quelque peu délestés justement de la gestion de cette région par l'armée et par le conflit en cours. Enfin, la troisième faction était celle des villageois, ou des locaux, tiraillés entre leur obligation d'obéir à l'armée en place, et également leur souhait, leur intérêt personnel de garder une certaine forme d'indépendance et de paix dans le contexte actuel. Ajoutez à cela que les disparitions semblaient être l'œuvre non pas d'un homme, mais d'une bête monstrueuse, et vous comprendrez que lorsque nos aventuriers sont entrés dans le village, eh bien, la tension pouvait être assez palpable. En parlant du groupe d'aventuriers, il est temps désormais pour moi de vous présenter quels étaient les personnages qui le composaient. Nous avions tout d'abord un jeune ranger, une sorte de tête brûlée, partant à l'aventure sans rien connaître du monde et ayant d'étranges pouvoirs magiques lui permettant de se transformer en une sorte de tigre géant. Nous avions également un vieux nain bourru et légèrement alcoolique, armé d'une arquebuse, essayant quelque peu de rattraper son honneur perdu. Pour rester sur la lancée des vieux grincheux, il y avait également un magicien assez âgé, très mystérieux et visiblement assez fou, puisque, en définitive, il s'agissait d'une sorte de nécromancien errant. Pour les accompagner, il y avait également un voleur, un fils de marchand issu de la haute bourgeoisie, se battant au fleuret et se prétendant comme étant le plus grand aventurier du monde. Enfin, pour compléter ce tableau, le dernier joueur était un barbare, fier guerrier du Nord extrêmement imposant, dont on disait qu'il aurait eu du sang de géant dans les veines. Second lieutenant Jack Jensen, West Point diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Nos fiers aventuriers avaient beaucoup avancé dans leurs investigations et commençaient peu à peu à déterrer les différentes couches du mystère et à se rendre compte que ce village décelait bien de sombres secrets. Ils étaient allés enquêter devant une des nombreuses entrées de mines de ce village, car on leur avait dit que dans cette galerie spécifique, apparemment, un ancien artefact magique elfique y aurait été découvert. Sur place, il s'avérait que l'endroit était en fait un guet-apens, où ils attendaient un certain nombre de villageois rebelles, obéissant à un maître inconnu, et qui visiblement souhaitaient conserver l'artefact afin de se protéger et surtout de reprendre le pouvoir sur le village qui était censé leur appartenir. Ces hommes, quoique rustres, étaient habités par une cause légitime, celle de s'émanciper du régime autoritaire imposé par l'armée. Si nos aventuriers avaient bel et bien ces informations, cela ne les a pas empêchés de combattre et de défendre chèrement leur vie face à ces différents assaillants. Après un combat bref, sanglant et meurtrier, un des villageois a décidé de se rendre face à nos aventuriers. Et c'est là qu'un double dilemme moral s'est mis en place. La première concernait les informations que détenait ce villageois, et surtout la manière dont nos aventuriers pouvaient les lui extorquer. Un certain nombre étaient tout à fait convaincus qu'il fallait directement utiliser la torture sans autre forme de procès, puisqu'après tout le villageois avait tenté de les tuer. L'autre partie des aventuriers était elle plutôt convaincue qu'il fallait faire preuve de pitié vis-à-vis de ce villageois, puisqu'à leurs yeux il s'agissait justement d'un simple paysan, sans doute manipulé, et qu'il n'était absolument pas nécessaire de faire acte de violence sur ce dernier qui venait de se rendre. Une fois que ce pauvre bougre avait finalement délivré toutes les informations qu'il avait en sa connaissance à nos aventuriers, encore fallait-il savoir qu'allait-on en faire ? Rappelons qu'à ce moment-là, cette décision était une question de vie ou de mort pour nos aventuriers. Puisqu'en effet, s'ils le laissaient partir, il y avait un risque que ce villageois alerte ses compagnons rebelles et que ces derniers tentent d'assassiner nos héros dans le futur. De plus, un coup de pression important avait été mis sur les épaules de nos aventuriers de la part des militaires en présence qui voyaient d'un très mauvais œil qu'un groupe extérieur vienne ainsi fouiller dans ses affaires. Le chef de la patrouille militaire, un haut dignitaire religieux, ayant bien fait comprendre d'ailleurs que si nos aventuriers échouaient dans leur mission, il serait le premier à faire tomber leur tête. Trop de pression. De pression. Ce sont ces préoccupations
mais aussi peut-être le goût du sang qui ont amené le magicien et le ranger à penser qu'il fallait abattre directement ce villageois. Le nain et le voleur humain étaient quant à eux partagés, indécis par rapport à la décision à prendre. Pour le nain, ce dernier était encore quelque peu tiraillé par son code de l'honneur, qui justement lui ordonnait de laisser vivre un tel prisonnier, un prisonnier qui s'était rendu ainsi délaissant ses armes, ne pouvait être abattu, ce serait un déshonneur à ses yeux. Le voleur humain, quant à lui, était plutôt tiraillé entre le fait que, eh bien, ça se jouait entre la vie de cet homme et la sienne, mais que peut-être qu'en l'assassinant de la sorte, ses compagnons villageois rebelles feraient de lui un martyr et deviendrait une nouvelle menace, un nouvel obstacle sur la route de nos aventuriers. Tous ces différents points de vue ont donné lieu à tout un tas d'échanges entre les joueurs, chacun posant ses arguments, expliquant son point de vue et ce qu'il souhaitait faire, mais aussi ses interrogations, ses indécisions. Tout cela face aux prisonniers villageois qui écoutaient ça absolument terrifiés, sachant qu'on était en train de marchander sa vie. Le débat avançait de la sorte, prenant du temps, le ton qui commençait à monter, jusqu'à ce que le barbare intervienne, lui qui était resté silencieux et coi pendant toute cette scène. Ce dernier avait vu dans les yeux du villageois, sans doute par empathie, qu'il s'agissait d'un homme porté par le désespoir, motivé par la faim et la peur de mourir simplement, et c'est ça qui avait poussé cet homme justement à s'engager dans la rébellion. L'autre principal argument était que cet homme était désarmé, s'était rendu, et aux yeux du barbare, c'était une question d'honneur, on ne pouvait abattre ainsi un ennemi qui s'était rendu et sans armes. Aussi, après tout ce temps de discussion, ce grand guerrier coupa net tout débat en allant s'approcher directement du villageois, le fixant droit dans les yeux et utilisant sa hache d'un geste violent pour trancher ses liens. Avant de le saisir au niveau des bras, le regarder droit dans les yeux et lui faire jurer de partir de cette région, de s'enfuir sans jamais se retourner et de ne pas tenter de les arrêter. Voilà ce que j'entends par une scène de dilemme moral qui laisse les joueurs sur le devant de la scène et le maître du jeu, eh bien tout simplement admirer la narration qui se fait en cours sans avoir à intervenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos retours, des points que vous souhaiteriez améliorer, et surtout à nous faire part, eh bien, à vous, dans vos parties de jeux de rôle, quels ont été ces moments, ces événements distincts où justement un dilemme, un conflit moral a eu lieu autour de la table et a donné lieu à une séance de jeu mémorable. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important, nous sommes une petite chaîne. En faisant ça, vous êtes sûr de ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces si vous avez apprécié. Et enfin, si vous souhaitez réellement nous soutenir au plus haut point, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, en parler à vos connaissances, c'est ça qui va nous aider le plus. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous.